Bon, écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée du frérot, le Big Tesk, et de coach en streetlifting. Et on a fait un petit regroupement pour faire une magnifique vidéo avec plein de valeurs pour vous, pour vous préparer au mieux possible dans une compétition. Surtout qu'il y a 3 échéances qui arrivent très vite pour la FNSL Grand Ouest. Ça va être la division en régional, donc Pays de Loire, Normandie et aussi Bretagne, qui vont avoir lieu en janvier. Je préfère le dire avant, comme ça au moins c'est fait. On est tous les deux coachs en streetlifting. Et si vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner pour ces compétitions, et bah écoutez, vous avez 2 coachs exceptionnels devant vous. Le lien vers l'Instagram de Tesco sera dans la description. Donc comme ça au moins tout est carré. Et si jamais vous voulez pas de coach, écoutez cette vidéo, les gars, elle est quand même faite pour vous parce que là, vous allez avoir tellement d'infos. Si vous n'arrivez pas à la compétition en forme, bah, il y a un problème. Donc, comme vous pouvez voir, c'est la petite partie 2 donc, de la vidéo qu'on a fait. La première vidéo est sur la chaîne YouTube de Tesco, juste là, hop, que je vous invite à aller voir parce que ça va être la continuité de cette vidéo-là. Voir l'une des vidéos sans l'autre, c'est compliqué. Donc écoute mon frérot, je vais te laisser commencer, honneur à l'invité. On va parler du bloc pré-comp avec le picking. Donc en gros, là, on va parler du picking, donc en gros le bloc qui va vraiment précéder la compétition. Donc l'objectif, ça va être de venir vraiment exploiter notre force, donc maximiser la force avec des charges du coup, tout en diminuant la fatigue accumulée. Donc là, le but, ça va être d'atteindre notre meilleur niveau le jour J, en tout cas la semaine de compétition et donc également le jour J de la compétition. Donc comment ça fonctionne? On a un bloc généralement de 3 à 5 semaines. Je ne conseille pas de dépasser 5 semaines parce que ça commence à faire long. Au vu des intensités qu'on a, après, ça peut être vite traumatisant. Voilà, généralement 3, 4, c'est l'idéal. Et en termes d'intensité, on va passer de 85 à 100% d'intensité, même plus si vraiment on va venir tester un 1RM qu'on n'a jamais fait. Ça peut même être plus que notre 1RM, enfin, dans le sens où notre 1RM initial lors du bloc. En tout cas, on se rapproche en tout cas des 100%, 100% du ARM, quoi. Et comment on le met en place? On va en fait à chaque fois réduire les renfos, voire même supprimer les renfos. On le verra même sur le deload où on n'aura pas de renfos, enfin sur le taper où on n'aura pas de renfos. Et réduire le volume tout en augmentant l'intensité, en standardisant les ordres étant spécifiques à la compète. Donc vraiment se mettre dans les conditions de compète à fond et avec une surcharge progressive de l'intensité. Le but là, ça va être d'aller chercher une surcompensation. Donc la surcompensation, c'est quoi? C'est l'adaptation du corps pour augmenter du coup le niveau de performance par rapport à notre niveau de base. Il faut comprendre que quand on va faire une compète, le but c'est d'aller chercher un niveau qui est pas le nôtre en fait. En réalité, c'est au-dessus de notre niveau et justement, on va mettre en place des choses à l'entraînement, mettre en place des systèmes, ce qu'on va vous expliquer là, qui nous permettent d'aller chercher un niveau plus élevé que ce qu'on est capable de faire en réalité tous les jours, mais sur un jour, sur un, 2 jours. Et c'est pour ça qu'après, on va être très fatigué, très à même de tomber malade, par exemple. Et voilà, c'est ça le but en fait du bloc. C'est totalement ça. Et on va pouvoir du coup réattaquer direct après sur le taper. En fait, le taper slash déload slash affûtage, c'est l'étape qui va suivre juste après le picking. En gros, le picking, vous avez commencé à faire votre surcharge progressive, tout est bon. Sauf que vous avez infligé pas mal de dégâts quand même à votre corps, ce qui fait que vous avez besoin d'une petite période de récupération. Donc, on va appeler ici taper. L'objectif de ça, c'est d'éliminer la fatigue qui va rester, la fatigue résiduelle, et de maximiser la surcompensation au maximum pour arriver vraiment, comme Tesco l'a dit, soit à 100% de son état de forme, soit à 120%. Donc le fonctionnement, ça va dépendre, ça va être 1 à 2 semaines. Ça va vraiment dépendre de votre bloc de picking et de votre périodisation, de votre fatigue aussi. Et généralement, si on fait un déload, on va être aux alentours des 50-60% de son 1RM en termes de charge de travail, alors que le taper, on va plus aller du 70-80% du 1RM. Et pour le mettre en place, donc c'est très simple, on réduit drastiquement le volume et l'intensité sur ce bloc-là, enfin sur ces semaines-là, pardon, et on va mettre en place du repos actif. Par exemple, vous allez avoir que trois séances dans la semaine, mais vous allez peut-être incrémenter de la marche, etc. Et d'ailleurs, ça pourra aller très bien vers la stratégie alimentaire que Tesco va pouvoir aborder directement. Juste un petit disclaimer avant qu'on parle de la perte de poids, c'est que comme on l'a mis du coup pour les débutants, enfin en vrai en règle générale pour moi, à moins que ça soit vraiment un truc international, une compète Mm. très très importante, pour moi en vrai c'est un peu inutile de vouloir optimiser perdre du poids. Alors ok, si vraiment c'est important quand même pour vous la compète et tout, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais je pense que plus on est débutant, plus faut se laisser avancer en fait dans la KT, quitte à prendre une KT, plutôt que vouloir tout optimiser et perdre du poids. D'ailleurs, je ramène au très bon podcast de Tout à fait. Marco avec Morgan Nutrition où ils expliquent beaucoup mieux que moi. Et en gros, l'idée, c'est voilà, pas optimiser si c'est pas très important, si c'est le début de votre carrière sportive, quoi. Mm. Mais bon, quand même, si vous vous êtes amené à devoir faire une perte de poids, même pour 500 grammes ou 1 kilo, il va y avoir deux stratégies, enfin deux grosses stratégies.
donc le régime alimentaire. Il y a même la stratégie de faire plus de sport, mais c'est quand même déconseillé parce que ça va vous fatiguer. Donc voilà, il y a plutôt le régime alimentaire où vous allez du coup ajuster les macros, réduire progressivement les calories et avoir une stratégie de continuation, en fait, de maintien ou de continuation dans le sens où du coup vous réduisez progressivement et vous arrivez au poids que vous voulez pour la compète. Enfin, plutôt naturellement, entre guillemets, en fait, c'est par rapport à ce que vous mangez que vous allez arriver à ce poids-là. Et sinon, le water cut, donc vous allez augmenter l'apport en eau. Après, on va pas vous faire un tuto complet parce que c'est pas trop dans notre philosophie de faire des water cuts, mais en gros, comment ça marche, c'est qu'on augmente drastiquement l'apport en eau et après on le réduit et après on arrête et on essaie de perdre tout l'eau qu'on a accumulée. Et là, ça peut aller jusqu'à 5 kilos de perte en général. Voilà, ça peut même aller à plus. On a préféré mettre Ouais. jusqu'à 5 kilos parce que vraiment, enfin, l'idée qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment si vous avez plus de 5 kilos à perdre, généralement, posez-vous la question de pourquoi ne pas monter en catégorie, alors qu'au Ah ouais, final, c'est ça. vous allez devoir vous faire souvent des water cuts pour rester dans la même caté. Ça va vous faire perdre du temps et surtout, comme Tesco l'a dit, ça a beaucoup d'inconvénients, le water cut, qu'il soit bien ou mal fait. Vous allez avoir un impact déjà sur le jour de la compète, mais aussi sur les blocs qui vont suivre après. Donc c'est vraiment à réfléchir. Si vous êtes à plus Mm. de 5 kilos à perdre, posez-vous vraiment la question. Est-ce que ça vaut le coup? Ah ouais, si Tout c'est pour aller simplement. gratter des kilos, c'est dommage dans le sens où en fait, si vous juste naturellement vous mangez, que vous entraînez et que vous prenez en KT, vous allez Mm. sûrement plus développer votre potentiel en faisant ça que en voulant gratter des kilos parce que vous savez que vous allez être fort dans la KT en dessous, quoi. Voilà. Et après, il y a juste le petit onglet prise de poids qu'on n'a pas trop précisé parce qu'en soi, si vous voulez prendre du poids, c'est plus simple. C'est-à-dire que vous avez plein de stratégies. Soit vous commencez à manger un peu plus, vous faites en fait juste l'inverse de l'étape régime alimentaire. Vous ajustez Ouais. les macros, mais vous augmentez progressivement les calories. Et après, vous faites le point pour faire une stratégie soit où vous maintenez, soit vous continuez à prendre du poids. Sachant que peut-être le jour de la compète, vous pouvez vous peser, pardon, en jogging ou encore en pull, etc. Enfin, la prise de poids, vraiment, vous n'avez pas à paniquer si vous êtes dans cette situation. Ouais, franchement, faut y aller pour rater sa prise de poids, quoi. Ça, c'est clair. Enfin, ouais, à moins qu'on galère, à moins qu'on ait un métabolisme, on galère vraiment à prendre. Je pense Mm. c'est faut juste manger plus en ajustant, comme tu as dit, les macros pour pas non plus prendre 10% de masse grasse et voilà quoi. On va pouvoir rebasculer direct au jour J. Donc là, c'est vraiment toutes les infos que vous avez besoin de savoir pour le jour de l'échéance. On va commencer direct avec les objectifs de compétition. Déjà, la première étape, c'est de déterminer l'objectif. Est-ce que vous voulez PR pour vous-même, c'est-à-dire que vous prenez pas en compte tous vos concurrents, etc. Bien, vous voulez un objectif de RIS, donc le rapport entre guillemets poids-puissance, ou encore un objectif de classement. Est-ce que vous allez vouloir chercher un podium ou pas? Et donc ça, déjà, vous le déterminez dès la base, dès que vous inscrivez à l'échéance. Et après, forcément, on peut aussi déterminer le jour J, c'est-à-dire je venais PR pour moi-même, mais je me retrouve à me dire que je peux peut-être faire un podium. Bah, forcément, ça va aussi changer un peu la gestion de match. Après, tout ça, ça va dépendre quand même de la forme du jour. Si vous êtes fatigué, si votre poids du corps, par exemple, si vous avez perdu du poids, il vous permet d'aller chercher ce que vous voulez et aussi être honnête avec soi-même parce que des fois, on ne peut pas faire les performances qu'on a forcément envie de faire et il faut savoir se la mettre à soi-même. Ouais, c'est juste une petite précision pour le RIS, le Mm. score RIS. Comme c'est un peu nouveau, des fois il y a des malentendus. C'est un peu différent de la FA, il me semble, où c'est pas Oui, seulement le poids de corps. Je crois que le plus gros facteur, c'est le les fait d'être, performances de ouais, certains athlètes par catégorie. en gros l'historique, je crois, enfin l'historique des performances, etc. qui ont été réalisées. Mm. C'est ça, Donc totalement. voilà, mais après, en gros, il y a plusieurs choses comme ça. Après, oui, c'est globalement par rapport au poids. Enfin, ça permet en fait de mettre un score sur tout le monde Mm. qui C'est ça, soit de comparable en fait. comparer entre les catégories en fait. En fait, du coup, j'étais focus sur ça, on en était où? Observation des concurrents, si tu veux. Mauvais élève. Ouais, bah en vrai, le truc, c'est que sur les réseaux, on peut avoir. Déjà, normalement, il y a la liste. Enfin, si vous faites une compétition FNSL, il y aura la liste et on a tendance à aller voir, etc. et à se faire un peu un avis de la position qu'on aura. Sauf que les réseaux, ça veut tout et rien dire. En fait, dans Mm. le bon comme dans le mauvais sens, ça veut rien dire. Le mec, il peut faire ça. Imagine, il fait un mouvement chaque jour. Du coup, il est en forme tous les jours sur le mouvement. Déjà, c'est pas la même chose que de faire tous les mouvements le même jour. En plus, ça, c'est si c'est une bonne perf, mais si c'est une mauvaise perf, pareil, tu sais pas ce qu'il a fait, le contexte. En fait, on connaît pas le contexte dans la plupart du temps. Mm. Donc, C'est vraiment pas clair. sur le réseau, concentrer sur son match et faire un bon match et pas sous-estimer ou surestimer les adversaires, quoi. Mm. Ni juger aux openers dans le sens où, par exemple, au squat, on peut ouvrir très bas. Moi, j'ouvre très bas, enfin, j'ouvre très bas par rapport à mon 1RM parce que ça sert à rien d'ouvrir à mon 1RM, enfin, proche de mon 1RM, tu vois. Au squat, tu essaies d'économiser ta fatigue, donc pas juger par rapport à l'opener et même sur les autres mouvements parce que ça peut être trompeur. Ensuite, ouais, les repères, c'est dans le sens où on a fait normalement au moins 200 séances pour arriver à une compétition. Enfin, si la compétition a été préparée assez tôt, au moins, hein. C'est vraiment pas beaucoup, pas tant que ça, 200. Et du coup, en compète, il faut essayer de reproduire ce qu'on avait. Bah,
idéalement, c'est à l'entraînement qu'on essaie de reproduire ce qu'on a en compète, enfin ce qu'on va avoir en compète. Mais si c'était pas trop possible, du coup, en compète, il faut essayer de le reproduire, donc que ce soit dans les écartements, dans la manière dont on s'échauffe, dans vraiment si on a besoin de se mettre dans sa bulle, dans comment on appréhende en fait le matériel, enfin tous les petits détails comme ça, faut essayer de se dire que ça doit ressembler à l'entraînement dans la mesure du possible, quoi. Ensuite, je vais réattaquer du coup. Ouais, Adaptation technique, ça, c'est super important. Ne changez pas votre technique le jour J. Il y a deux facteurs. Il y a le mimétisme, c'est-à-dire que vous allez voir le mec qui passe avant vous faire un truc et vous allez inconsciemment déjà vouloir le tester. Mais il y a aussi les gens qui vont venir vous voir en mode ouais, tu devrais plutôt faire ça, comme ça, etc. La compétition, c'est pas un entraînement, c'est pas le moment de tester des choses. Par contre, on a mis un petit disclaimer entre guillemets, sauf si elles vont un no rep, c'est-à-dire que si vous avez une ouais, c'est ça. technique qui est pas fiable et que, enfin, il y a un standard qui vous bloque et qui vous vaut un no rep le jour J, bah là par contre oui, il va falloir faire un correctif pour faire en sorte d'être rep, parce que c'est bête de se faire disqualifier. Je rappelle que 3 no rep égale une disqualification, enfin 3 no rep sur un mouvement. On va éviter d'arriver sur ça dans le pire des cas. En fait, si tu as de la chance, ça peut être bénéfique. Par exemple, tu vois un mec faire un truc, tu le copies, tu arrives à le copier et bah, finalement, bah, tu corriges ta technique. Parce que c'est tellement risqué, parce que du coup, tu Mm. t'es pas entraîné à le faire à l'entraînement que ça vaut pas le coup, en fait. Et vraiment, ouais, comme tu as dit, c'est que quand tu es no rep, que quand c'est un truc, par exemple, tendre les jambes, Mm. etc., que là, ouais, faut le corriger, tu vois. Mais un détail technique parce que tu l'as vu, à la limite, le noter, le prendre en compte, mais pas le faire à la compétition. Ouais, totalement. Enfin, surtout si c'est un bon Et, détail. et je rajouterais même, alors ça va être controversé, j'ajouterais même de pas trop regarder les passages quand on fait la compète. Genre pour moi, Mm. quand tu fais ta compète, idéalement rester dans sa bulle ou en tout cas regarder que vraiment les concurrents directs ou les trucs, enfin ses concurrents, mais pas rester sur toute la compète à regarder parce que justement, c'est là où on va faire du mimétisme sans le vouloir. Donc c'est là où on va copier sans le vouloir en fait. Alors je dis pas de voilà rester dans son truc et pas parler aux gens, etc. Mais en vrai, ça peut être dangereux de vraiment regarder toute la compète. Surtout sur un athlète plus débutant et sur un mouvement compliqué, donc généralement le muscle up. Après, sur les autres mouvements et sur un athlète un peu plus expérimenté, là, en vrai, tranquille. Mais surtout, vraiment, muscle up et débutant, là, ça peut être compliqué. Mais je sais que les gens, ils sont pas d'accord, mais je m'en fous. Moi, là où je suis grave d'accord sur ce que tu dis, c'est surtout que, imaginons que tu as quelqu'un, enfin, déjà, tu es censé avoir quelqu'un pour gérer ton match. Ça, on en reviendra après, Ouais, mais ouais. c'est quand même super important d'avoir quelqu'un avec soi qui t'aide. Ouais, En fait, regarder les gens performer, etc., ça peut te mettre de la pression en te disant, moi, là, faut que je sois plus fort, donc du coup, je dois envoyer plus. Ça ouais, peut aussi, au contraire, te saper le moral, etc. En fait, moi, je suis d'accord avec ça, faut pas regarder les gens, sauf si tu gères ton match toi-même et que du coup, tu dois juger par rapport au bar que tu vas annoncer après. Mais enfin, c'est à la personne qui gère ton match pour moi de regarder. Et toi, tu dois rester dans ta bulle et penser à ta perf. En fait, c'est un sport individuel. Donc, peu importe ce qu'ils font les autres, toi, tu es là pour faire tes perfs. Et tu as un mec qui va te donner la cadence quand même pour accrocher à ton objectif. Mais en dehors de ça, enfin, comme tu dis, tout simplement, on n'est pas trop censé regarder les perfs des autres. Voilà, petite et aparté après, faite. Après, quand même, regarder toujours le règlement, connaître les règles, ça c'est quasi obligatoire. Enfin, les gars, si vous ne faites pas ouais, ça, ouais. Faut vous lire allez le faire règlement une au moins très une fois, mauvaise en fait. compète. Ouais, c'est clair. Enfin, Mm. c'est le moyen vraiment de faire une mauvaise compète. Même en dehors des standards, il y a quand même des choses genre tenue vestimentaire, je sais pas, couvre-chef, etc. Il y a des trucs tout bêtes à connaître pour éviter de se prendre des no-reps et sortir de sa compétition bêtement. Et là, Tesco, il vous avait mis quelques tips par rapport du coup à des règles qui sont importantes à connaître pour votre gestion de match. On va pas revenir dessus, mais je vous invite à les regarder quand même, c'est très important. Ouais, c'était vraiment quelques règles vraiment importantes à connaître parce que ça Mm, peut être piégeux, quoi. Donc, pour la totalement. feuille de match, le premier essai, de toute façon, comme on le donne à la pesée le matin, il va forcément être basé sur ce qu'on a fait à l'entraînement. Donc, par contre, en termes de principe, le premier essai, il doit être très simple. Faut vraiment pas prendre de risques. Faut que ça soit un truc où techniquement, on est sûr de pouvoir le faire en étant en rep, on est sûr de pouvoir le valider. Vraiment, le premier essai, faut pas prendre de risques. Alors, pour le beau geste, etc., selon le contexte, on peut mettre des trucs assez jolis. Je prends l'exemple d'Aubin, tu vois, genre les premiers essais, Mm. il a fait presque ses Max? anciens 1RM en premier essai, tu Mm. vois. Donc, tu vois, t'as des trucs comme ça qui peuvent être jolis, mais là, on parle quand même d'une compétition, de votre première compétition ou d'une compétition plutôt pour débutants. Donc, non, plutôt être vraiment safe, vraiment Conservateur. secure. Ouais, conservateur. Et après, en fait, le deuxième et troisième essai, du coup, ça va dépendre forcément de la forme. C'est dur de prévoir. On peut prévoir un plan, mais c'est surtout en fonction de ce qu'on fait, en fait, de comment on est sur le premier essai, plus ou moins varié, plus ou moins haut. Et on l'adapte en J'ai oublié. fonction de la gestion du match. En gros, le premier essai, généralement, comme Tesco l'a dit, vous l'adaptez pas forcément parce que vous voulez vous mettre en confiance et vous voulez faire en sorte, du coup, de rentrer dans la compétition Ouais, sur chaque mouvement. Par contre, le deuxième et troisième essai, vous allez l'adapter selon l'hypothèse, comme il l'a dit, mais par contre, il y a une autre composante, c'est si vous venez jouer un podium, peut-être que votre deuxième essai, vous allez devoir mettre plus ou être un peu plus conservateur. ouais, ouais, Et je ouais. pense surtout au squat. Le squat, c'est là où tout se déroule.
Donc, si vous avez prévu tel squat, tel squat, tel squat, mais qu'il faut que vous grattiez 2,5 kg par rapport à votre concurrent pour lui prendre sa place, vous allez devoir l'adapter en fonction de vos concurrents, donc de la gestion du match. En fait, il faut d'abord regarder, ok, je suis capable de faire quoi? Moi, vraiment, sans le truc autour, enfin, sans la compète autour, je suis capable de faire quoi? Et après, analyser du coup le contexte. Donc, je dois aller chercher une place, j'ai envie de PR. Et là, corréler les deux, voir ce qui est possible en fait. Et on arrive du coup aux montées en gamme. Donc les montées en gamme, c'est toutes les barres de l'échauffement jusqu'à votre première barre d'ouverture. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour sauter, enfin faire vos jumps, comme on dit en force athlétique. La montée en gamme, il faut qu'elle soit précise et relativement comme à l'entraînement pour vous mettre en confiance. C'est des barres où vous allez savoir jauger votre niveau, vous, ou votre coach aussi peut savoir jauger votre niveau. Donc mettez-vous en confiance sur ça et ça vous permettra aussi d'arriver dans un état de forme optimal. C'est-à-dire, faites pas des jumps dont vous n'avez pas l'habitude en compétition parce que ça peut vraiment vous mettre en fausse route. Au contraire, faites des jumps qui sont réfléchis, intelligents et que vous avez l'habitude de faire. Et surtout, ça, c'est un bon tip, simuler les ordres avec quelqu'un ou son coach. Parce que les gars, si vous vous entraînez pas forcément au standard, là, il va falloir prendre l'habitude qu'il y ait des ordres. C'est-à-dire que vous allez devoir marquer un dead stop sur la première phase isométrique avant que l'ordre il soit donné par le juge. Et donc ça, c'est le meilleur moyen aussi de se mettre dans son match. En fait, on revient pour la montée en gamme, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de reproduire l'entraînement à la compétition. Donc vraiment là, ça vous permet d'être à l'aise. Même si vous êtes en compétition, en fait, dans votre tête, vous refaites les choses de l'entraînement et du coup, vous êtes bien. Vous êtes chez vous, quoi. Et ouais, simuler des ordres. Il y a autre chose que je voulais dire et j'ai oublié du coup. Et là, je vais donner un cheat code qui n'est pas prévu. C'est-à-dire, si vous êtes arrivé jusqu'à là, vous avez de la chance parce que vous allez avoir un cheat code gratuit, vous allez exposer votre squat. Donc, commentez si du coup, vous avez entendu le cheat code. Genre, commentez, cheat code. En gros, là, les gars, c'est un vrai cheat code. C'est moi à chaque fois. Alors, moi, mon seul palmarès, c'est que j'ai 2 fois le meilleur squat de ma KT à 2 compètes. C'est-à-dire, le cheat code, il marche. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait à chaque fois pour être sûr d'être trop bien au squat, sachant que le squat, il est à la fin en fait de la compète et que du coup, on a de la fatigue, etc. La barre, elle peut paraître plus lourde qu'à l'entraînement où on commence par le squat. Et ben les gars, j'ai fait des déracs supramax. C'est-à-dire, pour squat, par exemple 200, j'ai fait un dérac à 210, 215 et même 220, je crois. Et je vous jure, je faisais ça à l'échauffement et entre les essais. Je redescendais et je faisais des déracs et je remontais. Et je vous promets, les gars, testez, allez voir. Testez déjà à l'entraînement. Et si à l'entraînement, vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas. Mais vous allez voir qu'à l'entraînement, vous allez être à l'aise. Et je vous conseille de le mettre à l'entraînement, à l'entraînement avant une série et de le mettre en fin de séance pour justement travailler cette capacité à avoir la barre sur le dos en fin de séance. Voilà, là, c'est un vrai cheat code. Ça, normalement, je dis qu'aux athlètes coachés, mais voilà. Par contre, je reviens sur le truc. Moi, il y a un truc, par contre, où je vais mettre un petit disclaimer encore. C'est le faites pas sur le déload ou l'affûtage, parce que ça, nerveusement, ça peut être quand même un Ah peu oui, oui, oui. irritant. Ouais, Donc, clairement. ouais. Surtout à ne pas le faire, par contre, pendant le déload et l'affûtage, c'est pas le moment. Fallait le Ouais. faire Non. avant. Il faudra le faire le jour de la compète. Et qui plus est, ça me fait penser à une méthode de travail, en fait. Bah, celle que tu as décrite, c'est du supramax où juste on va venir dérac la barre ou au dips, on va avoir une barre, on va se mettre sur la station. En fait, il y a des profils, notamment comme les miens. C'est comme ça que je connais cette petite strate où on se retrouve à trembler énormément avec les charges. En soi, ça montre pas forcément une faiblesse, mais ça peut donner de l'instabilité sur le mouvement. Et travailler sur du supramax, par exemple, pendant le picking notamment, ça peut être vraiment pas mal. Faire du dirac, etc. Et comme tu as dit, le jour de la compète, bah, on va se retrouver à juste être beaucoup plus en confiance, à sentir la barre plus légère. Et ça a que des avantages. Tu rejoins totalement sur le cheat code. En fait, si vous avez peur de le faire en compète, ce que je comprends, même si je suis sûr que c'est grave bénéf, faites-le ouais, pendant le bloc. À la fin de séance, ça coûte rien. Ça vous fatiguera pas de toute façon pour la séance. Et ça peut que vous aider parce que vous vous habituez à avoir ouais, soit la charge du dips lourde. Bah, en fait, sur tous les mouvements, hein, vous habituez à avoir Sur la tous les charge mouvements. très lourde, à avoir le placement avec une charge très lourde. Et encore mieux sur le squat parce que le squat est à la fin et que c'est là où vous êtes généralement fatigué, vous avez le dos fatigué. On réattaque sur le refeed. Ouais, bah, le refeed, du coup, pour faire simple, en gros, c'est le premier repas après le régime. Donc là, on va parler en gros du premier repas après la pesée. C'est vraiment apporter En les gros, nutriments dont vous allez avoir besoin pour être prêt au mieux pour la compète. pour éviter la déshydratation, moi, enfin, on vous conseille en gros des électrolytes, du coup avec de l'eau forcément, et des boissons sucrées. Du coup, boissons sucrées, c'est pour amener du sucre rapide. Ça peut être boisson sucrée ou alors là, en énergie, du coup, une collation légère et sucrée. Ça peut être un des deux. Et un petit tips, le sel pour éviter les crampes. Ça peut être bien de le garder pour la fin de la compète. Totalement, surtout sur le squat. Surtout en plus, si vous avez fait un water cut, vous allez être plus amené à avoir des crampes, quoi. Ouais, totalement. Sinon, la veille de la compète, donc pensez à faire une petite checklist par rapport au sac. Équipement, nourriture, boisson, échauffement, enfin, vous voyez la case. J'ai pas besoin de forcément trop étayer. Et surtout d'être présent au moins un jour avant sur place pour éviter la fatigue que va vous générer le trajet. Et Tesco,
il a mis quand même une petite phrase. Et parce que Tesco, il aime le confort. C'est quelqu'un qui En vit fait, dans le si confort. vraiment la compétition elle est importante à vos yeux, si vraiment elle est très importante à vos yeux, peu importe le degré, hein, franchement, même une petite compétition, ça peut être très important. Je vous conseille au moins 2 nuits parce que là, vous êtes sûr d'être vraiment adapté. Peu importe la ville, hein. Que vous habitiez à Paris et que vous alliez à, je sais pas, je connais pas les villes à Paris, frère, Montgeron, je sais pas. Et bah, je vous Bonjour, jure, parfait. même à côté, c'est important parce que vous allez être habitué et vous allez être comme chez vous en fait. Et vous êtes sûr Totalement. de bien dormir la nuit avant du coup, parce que vous allez mal dormir la Mm. première et bien dormir la Ouais, deuxième nuit. totalement, totalement. Je rejoins Tesco et n'hésitez pas, même si vous avez une semaine de congé payé à poser, bah Ouais, régalez-vous les gars, c'est le moment. Et surtout, on l'a vraiment. noté, mais gestion de match par une personne de confiance. Vous pouvez pas arriver le jour J et choper un spectateur pour lui dire frérot, s'il te plaît, dépanne-moi, j'ai besoin de quelqu'un pour gérer mon match. Ouais. Au moins quelqu'un soit qui suit le live de la compète ou Google Sheet et qui va vous dire fais ci, fais ça, ou bien encore mieux, quelqu'un qui vous accompagne. Je dis ça notamment parce que je le rappelle, il y a les FNSL régionales en janvier et Tesco et moi, on sera présents sur tous les événements pour gérer le match de ceux qui nous contacteront. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur nos Insta, lien en description. Petit aparté fait, parce que c'était le moment pub quand même, il faut se faire plaisir. Est-ce que tu as attaqué le mindset prépa mental? Alors, j'aime bien ce sujet-là. C'est très Mhm. important, mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui sont pas réceptifs, c'est pas le mot, mais qui, en fait, c'est beaucoup un truc de si tu y crois, ça va marcher, et si tu y crois pas, ça va être très dur. Je pense quand même que c'est très important de visualiser, donc que ça soit longtemps avant, Mhm. pendant le bloc, et après, bah, la semaine de deload et la veille, etc. De visualiser en fait la compète, les mouvements, que ce soit sur un plan technique et même sur un plan de confiance, et c'est hyper important. Donc, la visualisation. Toujours essayer de visualiser à vitesse réelle, surtout pour la technique, Mhm. parce que sinon ça peut faire l'effet inverse ou ça peut embrouiller et du coup bah, avoir un effet inverse. Ça permet du coup, comme j'ai dit, de gérer le stress, les émotions, de tout simplement arriver avec plus de confiance. On a visualisé le moment, on a appréhendé en fait le stress du public, de rater, etc. Et ouais, de gérer sa hype dans le sens où, je sais pas dans quel sens tu as voulu mettre ça, je te laisse En expliquer. gros, pour moi, c'est pas se laisser emporter. Il y a plein d'athlètes, ils vont arriver en compète, il va y avoir du monde qui va leur gueuler Ah oui, ouais. dessus. Eux, ils passent leur vie à l'entraînement, par exemple, dans une salle commerciale style Basic Fit où la hype, elle est pas très présente. Faut réussir soit à vous canaliser si la hype, elle vous fait vraiment faire n'importe quoi, soit au contraire, à en profiter si vous n'êtes pas forcément un athlète qui aime la hype, mais qui aime bien le jour des compètes. Et surtout, conserver ces rituels de préparation. Là, je pense notamment, vous avez peut-être des petits gestes, des petites mimiques que vous faites avant vos lifts. Et ces rituels-là, c'est comme par exemple les gens qui vont tirer des pénaltys en foot, ils ont toujours une petite routine qui fait que ils savent qu'ils vont avoir 5 à 10% de chances de plus s'ils l'appliquent de transformer leur penalty. Là, c'est pareil, je compare le foot avec le streetlifting, mais c'est faut comprendre que c'est exactement le même protocole. Les rituels de préparation, je sais pas, exemple, avant mon dips, je vais me taper peut-être un peu les bras. Si tu le Mm. fais pas le jour J, ça va te manquer une habitude, ça va te manquer un repère, et c'est super important. Ça, c'est un vrai truc, hein. Ça, on sous-estime, c'est un vrai truc. Moi, je l'ai vu en cours en plus. À l'époque, je me rendais pas trop compte, mais c'est un vrai truc en prépa mentale d'avoir une routine, en fait, de la connaître par cœur et du coup de l'appliquer. En vrai, tous ceux qui ont ça, qui l'utilisent, ils surperforment, enfin, ça les aide. Et en fait, faut pas non plus faire n'importe quoi parce qu'il y a du monde. Dans le sens où il y en a peut-être, ils vont vouloir faire des trucs pour être stylés, bien pour vouloir se hype eux-mêmes, mais ça va faire tout l'effet inverse. Les gars, gardez ce que vous faites d'habitude. C'est ça qui marche parce que, comme on l'a dit, 200 entraînements pour un jour de compétition, c'est pas le jour de la compétition où il faut changer toutes ses habitudes. Et il y a un côté aussi où très dur de vraiment activer notre corps à 100% pour générer de la Mm, force. Genre, c'est hyper dur. En vrai, on se rend pas compte, mais c'est vraiment hyper dur. mm, Il y mm. a des techniques qui sont utilisées pour limiter la survie. Du coup, vraiment générer de la force comme si on allait mourir Mm. si on poussait pas, enfin, si on validait pas notre rep. Et justement, ce genre de technique de routine, comme, je sais pas, fermer les yeux, par exemple, ça permet de faire comprendre à notre corps que, OK, là, on va devoir faire un effort. C'est vraiment hyper important à ne pas sous-coter. Côté à ne pas négliger. Et voilà, on n'est pas trop mal. On a envoyé tous les tips qu'on avait à envoyer. Est-ce que tu as un petit mot peut-être pour la fin? Ah, moi, j'aurais un truc à dire, c'est que là, les gens qui ont regardé toute la vidéo et qui ne like pas, qui ne commentent pas, qui Mm. n'ont pas un peu de force, un tout petit peu de force. Et bah, je comprends pas parce que là, franchement, tout ce qu'on a donné, c'est des trucs normalement que, enfin, la moitié, c'est des trucs que je garde quand même au coaché. Et pareillement. Moi, ce que je comprendrais pas, justement, c'est que deux mecs comme nous, on s'est acharné pour donner de la valeur gratuite. On n'est pas une once de remerciement. Non, les Ouais. gars, c'est pas pro. Donc, comme Tesco l'a dit, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. Surtout, allez vous abonner à la chaîne de Sgoat sur YouTube
ou sur Insta, et même les deux, je dirais, tiens. Parce que Tesco, c'est un mec qui vous donne grave de la valeur à mort, à mort, à mort. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et surtout, n'oubliez pas qu'on est tous les deux coachs en street lifting. On fait du bon taf. Alors si vous avez besoin de quelqu'un pour vous préparer et pour vous faire exploser vos perfs et votre technique, vous savez qui contacter, les gars. Vous avez les 2 meilleurs coachs de l'Ouest devant vous. En tout cas, Tesk, ça m'a fait plaisir de tourner avec toi. Ça a été super. Et moi, je il y a vous dis Gigi à au-dessus une de moi, quand prochaine. même. Il y a Gigi au-dessus de toi. Ouais, Vas-y, petit dédicace à Gigi, alors ce deuxième gout. Nous, si les formats comme ça me plaît, on en fera d'autres. Carrément, à l'occasion, bombardez de commentaires si vous voulez une vidéo 2 avec le Tesk. Sur ce, les gars, moi je vous dis à une prochaine. C'était Seraph et Tesk. Ciao, ciao. Ciao. Différents pentagons, différentes symphonies. Je dois protéger mon gang et protéger ma famille. Si t'as baby maman, bah c'est une vraie de la folie.